Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Prakanda Selamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une viche qui sortent comme de tradition chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Selamuka, et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une bonne heure avec notre amie la Major Ilialana, qui répond donc à ces questions, qui se dévoue corps et âme pour vous apporter les réponses telles que personne d'autre ne le fera jamais, hormis une viche évidemment. Ouais, je fais votre promotion à Lialana, vous avez vu. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour à vous. Oui, ça va bien, merci. Vous croyez vraiment qu'on a besoin d'une promotion, d'un agent de promotion, agent de communication? Oh, moi je trouve qu'on a toujours besoin d'un... On a toujours besoin d'un expert en communication pour faire passer les choses. Je le dis, tout est une question de présentation, et quand c'est bien présenté, c'est quand même mieux que quand ça ne l'est pas. Vous croyez pas? Oui, vu sous cet angle, ça paraît logique. Effectivement, vous avez raison. Vous avez toujours raison. Ouais, la légende le raconte. Oui. Bon, allez, nous voici donc de retour pour cette 31e entrevue avec vous, ma chère Iliana, et à l'occasion de laquelle eh bien, j'ai sélectionné 4 intervenants de nouveau. Oui, correspondant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions à peu près. 8 questions? Oh là là, ça fait beaucoup ça. On n'arrivera jamais boucler en une heure. Si, on y arrivera, vous verrez, vous en faites pas. Allez, vous êtes prête? On commence? Allez, je suis prête. J'ai les baskets dans les starting blocks. Je vous écoute. Ah ben voilà, une fiche de compétition, impeccable. Allez, première question de Séléné. Eh bien, bonjour Séléné, notre intervenante phare du moment. Alors, elle nous dit ceci. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer ce qu'il se passe lors de notre sommeil et lorsque nous rêvons? Merci à vous, bénédiction et amour vers vous. Oh là là, ça c'est encore une question. $1 million, c'est ça? Oui, j'allais le dire, vous mettez les mots de la bouche. Question à $1 million. Bon, non, c'est vraiment compliqué parce que ce qu'on appelle le rêve est quelque chose de très de complexe et de varié en fait. Il y a énormément de, enfin énormément. Il y a de nombreuses sortes de rêves. Je ne suis pas certaine de pouvoir vous les restituer tous de mémoire. Enfin, je vais essayer. Il se passe des choses très très particulières. Par contre, le sommeil est vraiment. On a dû l'étudier en grande profondeur à une époque parce que il y a des gens dont les vies tutélaires avaient la garde et qui se faisaient prendre, je dirais prendre à revers pendant le sommeil par des consciences vraiment désagréables et les tutélaires ont laissé faire parce que pour elles ce n'était que du rêve vaporeux, quelque chose sans véritable réalité. En tout cas pas susceptible de pouvoir représenter un danger pour l'homme en question, et pourtant, si. On a eu beaucoup de mal à comprendre comment ce système pouvait fonctionner, parce que c'est vraiment éloigné à 180 degrés de notre base de référence propre. Donc il a vraiment fallu étudier ça en grande profondeur. Alors, les rêves de base sont ce qu'on appelle les rêves oniriques, à savoir que des images se présentent et on est dans une sphère imaginative quelque part. Ça génère une forme de bulle en astral. On a une bulle avec un univers créé par un ensemble de mémoires incrustées qui reproduisent un environnement souvent hétéroclite, c'est un vrai patchwork. C'est pour ça que le rêve paraît souvent bizarre sans véritable sens. Il n'a pas la rigueur, je dirais, de la réalité objective forcément. Et l'esprit nage là-dedans pour revivre un peu l'ensemble des choses que son esprit lui a restituées pendant le sommeil. Bon,
Curieusement, ça paraît être le rêve le plus classique et pourtant il est relativement rare. Le rêve onirique est vraiment quelque chose d'assez singulier parce que finalement, euh, il se trouve être, on est comme dans une espèce de théâtre où des échos de choses vécues, ou comprises ou mal comprises ou incomprises viennent s'entasser et puis on est là au milieu, sans possibilité de réflexion et voilà, c'est tout. C'est disons que ça correspond à une étape où ce qui est projeté dans cette espèce de théâtre, cette bulle de rêve, la bulle onirique, est nettoyé par le cerveau. C'est le ménage du cerveau. Ça correspond à un écho lié à des toxines qui ont été générées par le cerveau suite à un acte de réflexion, de pensée ou de conscientisation, puisque comme tout système complexe en soi, le cerveau consomme des ressources et génère des déchets. Et ces déchets doivent être nettoyés. En fait, la phase de sommeil, le ralentissement de l'activité électrique du cerveau et le changement de fréquence correspond à l'élimination de ces déchets. Et les échos de ce d'où proviennent ces déchets constituent des images de ce qui est nettoyé, en l'occurrence. Parce que au réveil, quand la nuit était bonne, eh bien, le cerveau est débarrassé de ses déchets et repart pour un jour. Si on stoppe le sommeil, rien qu'à cause de ça, en 10 jours, la personne meurt parce que le cerveau est complètement... il baigne dans ses propres toxines et on perd sa capacité d'assurer ses fonctions, tout simplement. Donc c'est la partie la plus éphémère et finalement la moins représentative de l'ensemble des possibilités de rêve. Alors suite à ça, on a les rêves lucides. Alors c'est un peu le même genre. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où finalement la conscience de ce qui est en train d'être vécu prend le pas. Et là on se rend compte qu'on est en train de faire un rêve, que ce n'est pas la réalité, ce qui en général n'arrive pas. Et à partir du moment où on prend conscience que c'est un rêve, c'est là qu'on peut en déduire que, en fait, ce n'en est pas un. Assez paradoxalement. À partir du moment où on se dit, ah, mais je suis dans un rêve, c'est qu'on est dans une réalité alternative, on est en train de vraiment de vivre quelque chose en dehors de son corps. En dehors, c'est l'esprit, la conscience astrale qui s'éloigne et qui vit un événement sans faire intervenir la conscience mentale. Alors, ça c'est important parce que si la conscience mentale n'est pas interfacée par autre chose, puisque la conscience mentale est éteinte à ce moment-là, il n'y aura pas de souvenir du rêve. À moins que... Non, il n'y aura pas de souvenir du rêve. Les souvenirs qu'on en a en principe sont des imprégnations de mémoire qui sont a posteriori réinterprétées par le cerveau. Mais comme il n'était pas là, enfin par la conscience mentale, mais comme elle n'était pas présente, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Et elle tire ses conclusions un peu à l'arrache, je dirais, en fonction des éléments qui lui sont donnés, sans pouvoir mettre une cohérence particulière, d'autant plus que son interprétation, puisqu'elle n'y était pas, utilise son propre langage, le langage de la conscience mentale, qui est le langage par excellence, qui n'est pas le langage articulé, mais le langage du symbole. Alors, bon, là, l'interprétation des rêves, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, il y a des constantes qui permettent de pouvoir le faire. C'est difficile l'interprétation des rêves, parce que il y a un jeu de symboles qui est accessible, qui est universel, qui est le même pour tout le monde, et des symboles qui sont absolument personnels à l'individu. Donc, faire la différence de distinguo entre les symboles personnels et les symboles universels, c'est pas simple. Enfin bon. Donc, on a ces rêves lucides, qui témoignent du fait d'une expérience vécue hors du corps pendant ce moment-là. La conscience s'en va et puis le ménage est fait dans le cerveau, donc voilà, sans être mis dans cette espèce de bulle où on a un reflet de ce qui est nettoyé. Ça peut se faire sans qu'on y soit. Donc la conscience s'en va faire autre chose ailleurs, et là, prend conscience du fait que ce n'est pas la réalité ordinaire. Cette prise de conscience permet d'en déduire qu'on est effectivement hors de son corps, dans une réalité donc alternative perçue autrement que dans la matière physique, à partir d'une conscience mentale, ce qui atteste le fait que le rêve soit lucide, évidemment. Alors, si le rêve n'est pas lucide,
si ce type d'extériorisation astrale n'est pas lucide, il n'y a pas de retour. En général, il n'y a pas de retour de souvenir, donc on n'a pas conscience d'avoir rêvé, donc on ne peut pas le considérer comme étant un rêve, en l'occurrence. Enfin bon. Voilà. Sinon, alors dans la même catégorie, il y a les rêves de dédoublement. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet. Il parle du double. C'est pas le double supplanté, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. C'est le voyage de la conscience pendant le sommeil sur les lignes de temps, je vous parlais dans une vidéo précédente, des lignes de temps futures potentielles pour choisir à partir des pensées qui ont été émises dans la journée et exclusivement à partir de ça, quel va être le futur que l'on se réserve et sur lequel les possibilités de choix vont pouvoir se porter. Donc si vous avez pensé négativement toute la journée, eh bien vous n'aurez le choix qu'entre des alternatives négatives. Alors qu'en pensant positivement, vous pourrez choisir celui-là plutôt que les autres. D'où l'intérêt, encore une fois, de penser positivement, même dans des situations désagréables ou qui vous paraissent inextricables. Encore une fois, on en revient au fait que la réalité est une question de choix. Si vous faites le choix de faire semblant, même semblant, mais sincèrement, de penser positivement face à une situation négative, en axant cette simulation sur une forme de foi ou de détachement de la situation, prendre du recul, eh bien, vous pourrez alimenter des pensées positives qui pourront être actualisées pendant le sommeil ensuite. Si vous le faites pas, vous pourrez rien actualiser du tout de positif, uniquement actualiser quelque chose de négatif par rapport à l'ensemble des pensées négatives émises, ce qui est quand même assez peu réjouissant. Donc les rêves de dédoublement, où effectivement il y a une projection vers l'avenir pour aller... Alors ça, en principe, on ne ramène jamais de souvenirs de ça. Ça, c'est interprété par le mental de manière complètement erronée en général. Il ne prend pas conscience qu'il s'agit d'une actualisation. Donc ce sont des phénomènes, des situations très improbables qui ressemblent un peu au premier cas du rêve onirique avec plein d'images et de choses qui paraissent incohérentes. Mais en fait, non, c'est très, très bien structuré, mais lui est dans la capacité de pouvoir l'interpréter. Donc, il l'interprète de travers, donc ça donne des souvenirs bizarres, de rêves bizarres, disons, qui correspondent à une réalité qui était vécue tout à fait autrement. Il faut quand même bien comprendre que quand on rêve, on ne se souvient jamais d'un rêve. On ne fait que prendre conscience de l'interprétation que le mental en fait à l'instant même quand on est réveillé. On ne peut pas se souvenir d'un rêve, c'est pas possible. Hormis les rêves lucides, là oui. Parce que la conscience objective est interfacée par la conscience astrale qui, elle, transfère au mental ensuite. Mais sinon on ne peut pas. Sinon, il y a les rêves de désaturation. Alors, les rêves de désaturation, ce sont les rêves qui permettent d'expurger. Alors, on rejoint un petit peu le principe du rêve onirique. On a des images correspondant au reflet des toxines nettoyées. Là, c'est un peu pareil, mais c'est quand le cerveau est saturé d'une information. Admettons, vous avez écouté une musique toute la journée, vous avez regardé un film pendant 3 heures, ça vous a un peu impressionné, etc. Il y a une forme de programmation qui rentre dans la tête et qui fait tourner un peu ça en boucle. Le système sature. C'est comme un peu le PC, il y a une routine qui tourne, ça mange de la mémoire vive, et du coup ça ralentit le PC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebooter. Là vous rebootez le système, c'est-à-dire que vous dormez, vous vous réveillez, et ça va mieux. Et pendant cette phase-là, il y a des images ou des sons en rapport avec ce qui a été emmagasiné, dont vous rêvez, et qui témoignent du fait que ces informations-là sont expurgées du cerveau de manière à vous libérer de la saturation qu'ils ont représentée en période de veille, la période de veille précédente. Éventuellement, pour les grosses saturations, on peut avoir 2 voire 3 nuits de sommeil pour s'en débarrasser, ce qui est assez rare, une suffit en principe. Sinon, des saturations, on peut aussi parler des corrections géométriques. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est relativement rare ça, mais
il arrive que quand on est malade, ça arrive souvent quand on est malade, qu'on rêve de formes géométriques qui tournent. On rêve de rien d'autre, hein. Il y a des bulles, des carrés, des triangles, enfin des choses. Et on est sur une espèce de fond qui bouge comme ça, avec ces formes géométriques qui s'interpénètrent. Et en général, c'est relativement vomitif comme rêve. C'est assimilé à un cauchemar alors que ça ne fait pas peur, mais ça a tendance à rendre malade. Et ça, ce sont des corrections. Des corrections sous base du pouvoir radionique de la forme dont on rêve. Et le cerveau connaît parfaitement ça, donc il assemble des formes géométriques thérapeutiques, il les fait s'interpénétrer, il les fait tourner dans un sens précis, de manière à exercer une forme de correction grâce à l'influence de la forme. Il faut savoir que la radionique n'est pas uniquement permise grâce à une forme physique. La forme peut être visualisée, elle peut être en astral, ou elle peut être rêvée. Donc il y a forme, interprétation comme étant forme, l'action est là. Et en général, vous vous réveillez de ces rêves en sueur, avec l'envie de vomir, parfois vous vomissez effectivement, mais c'est le seul moyen que le cerveau connaisse pour corriger certaines incohérences éventuellement dues à la maladie, ou cérébrales ou physiques, métaboliques, peu importe. C'est un système de secours qui fonctionne très bien. C'est assez rare de faire ce genre de rêve, mais ça arrive. Et si quelque chose intervenait pour empêcher que ces rêves ne se produisent lorsqu'ils le doivent, ça peut conduire le corps à la mort. C'est quand même... vaut mieux qu'il puisse le faire. Et puis, vaut mieux vomir un coup en se réveillant plutôt qu'y passer. Ouais. Alors ensuite, il y a simplement le cauchemar. Alors ça, le cauchemar, que ce soit dû à quelque chose qui vous a impressionné, donc qui met la conscience en résonance avec une réalité autre, ou que ce soit quelque chose qui vous est impressionné, ou que ce soit parce que vous avez mangé trop lourd, par exemple, avant d'aller vous coucher, la digestion est difficile, ça vous donne un cauchemar. Ça, c'est la vibration basse de la nécessité de la digestion, avec l'organisme qui peine à digérer. C'est une baisse de vitalité. Et vous allez rechercher de la vitalité sur le plan vital de la Terre. Le problème, c'est que, encore aujourd'hui, le plan vital de la Terre est ce qui est nommé le plan des cauchemars, parce que l'énergie de vie de la planète est contaminée, l'a été par l'ennemi. On peut en conclure que il y a de fortes chances que dans quelques décennies, assurément 2-3 siècles, le cauchemar, la notion même de cauchemar, est disparue de la conscience collective humaine, que plus personne ne fasse de cauchemar, parce que le cauchemar est exclusivement un voyage de la conscience psychique durant le sommeil vers le plan vital de la Terre, vers le plan vital contaminé. Alors c'est en train d'être nettoyé depuis longtemps, mais la masse de nettoyage nécessaire est perpétuellement réalimentée par des pensées négatives, par les gens en général. Tant qu'on ne sera pas vraiment très installé dans un nouveau paradigme, eh bien, nous fait remonter à la conscience un vécu très désagréable. Ouais, un cauchemar, quoi. Ça peut être de la douleur, ça peut être de la peur, ça peut être... En fait, c'est une espèce de mini-enfer qu'on va visiter pendant la nuit, dû à un certain nombre de circonstances. Si vous regardez un film d'horreur qui vous a impressionné, vous allez être mis en lien analogique avec une vibration équivalente dans ce plan vital. C'est curieux quand même, parce que le plan vital, c'est le plan de la vie quand même. Enfin bon, c'est vrai que l'ennemi l'a fortement sali, ce plan-là, donc forcément on n'en ramène que des choses mauvaises. Quelle que soit la raison, de toute façon, c'est ce plan qui est visité. Il n'existe pas de possibilité de faire de cauchemar si ce plan vital est propre. Ouais, c'est pour ça que je dis que d'ici quelques années, ça devrait quand même ça devrait finir par disparaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la prise de contrôle de la bulle onirique. Ça, c'est une possibilité aussi. Alors là, on reprend l'histoire des rêves oniriques. Le premier exemple que j'ai donné, quand les toxines donc du cerveau sont nettoyées et que la conscience se place dans la bulle où sont projetées les images liées à au vécu qui a généré les toxines qui sont nettoyées. Ces toxines générant donc une image source
se projetant sur cette bulle, on a l'impression que c'est la réalité, et on y vit. Alors on n'est pas conscient, on se laisse guider par le scénario du rêve, on n'a pas de contrôle dessus, sinon c'est le rêve lucide. Là, on parle pas de ça. Alors dans ce cadre-là, on est donc soumis à une espèce de spectacle sur lequel on n'a pas de contrôle, parce qu'on ne décide pas, on ne fait que regarder le film, des images projetées à partir des toxines qui sont nettoyées. Et là, par contre, le rêve peut être amené à changer, c'est là où on a rencontré des problèmes au départ, de la part des tiges tutélaires, de gens qui rêvaient et qui se faisaient attaquer en rêve, et nous on bougeait pas parce que on s'est dit bon c'est rien, c'est juste un rêve désagréable. Parce que des consciences mauvaises, mal intentionnées, peuvent percevoir ces bulles et elles de l'extérieur venir modifier les images de ce rêve à leur convenance et donc venir intégrer elle-même cette bulle onirique, s'intégrer en tant que personnage additionnel du scénario de ce rêve. Alors, donc on ne rêve pas de la personne, on ne rêve pas de cette entité est là vraiment dans cette sphère, dans cette bulle, qu'on interprète comme étant un élément additionnel du rêve, alors que il ne fait pas partie du rêve, il est vraiment, c'est une conscience extérieure, et qui peut venir vous manipuler à l'intérieur de cette bulle pour vous faire vivre des choses qu'elle souhaite vous faire vivre alors que ce n'était pas prévu au programme. Vous voyez, en fait, il change le scénario du film. Et ça peut être très ennuyeux parce que la personne peut revenir de ce rêve avec un souvenir, mais un souvenir programmateur. Alors ça, il y en a quand même de moins en moins puisque l'astral est quand même relativement propre maintenant. Mais bon, c'est potentiellement un risque contre lequel les tiges tutélaires ont appris à défendre l'âme, elles ont appris à défendre l'âme de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de programmation au réveil. Voilà, c'est quand même délicat cette histoire-là. Et on sait qu'il y a des techniques magiques qui permettent donc aux magiciens de s'insérer dans le rêve d'une personne de leur choix, de manière à leur faire vivre un scénario de leur choix pour les convaincre d'agir d'une certaine manière une fois qu'ils seront réveillés. Oui, c'est pernicieux, c'est insidieux, hein. Ça peut être une conscience désincarnée, ou alors quelqu'un qui est parfaitement conscient de ce qu'il fait, qui est incarné. Donc ça, c'est la prise de contrôle de la bulle onirique. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, ça doit être à peu près tout. Alors, vous voyez, le rêve, c'est quand même, c'est complexe, hein. C'est pas juste un simple phénomène comme ça, puis voilà. C'est quand même pas évident. Alors, il y a des rêves dans lesquels, certaines catégories de rêves où on peut perdre la vie. Certains l'ont vécu. La corde d'argent se rompt, le corps tombe en catalepsie, et la personne passe non pas de vie à trépas, mais de rêve à trépas. Et souvent, c'est la nature du rêve qui détermine l'environnement de l'âme désincarnée, mais sans qu'elle sache qu'elle a perdu la vie. Elle n'en sait rien du tout. Et elle pouvait dans les temps d'âge de fer errer comme ça pendant des années, voire des siècles, sans s'apercevoir qu'elle n'était plus incarnée. Donc c'est pas aujourd'hui ça n'arrive quasi plus, hein, mais heureusement les choses ont bien évolué à ce niveau. Mais voilà, on est dans un tissu extrêmement complexe de choses extrêmement variées. On dit bon bah j'ai rêvé, mais le fait d'avoir rêvé peut impliquer des phénomènes, des événements extrêmement divers et parfois incidents. Voilà, en fortement résumé. Eh ben dites-moi, c'est que d'aventure, hein, on dirait pas comme ça. Mais c'est, je reste pantois comme devant l'étendue de votre bagage cognitif. Hein, quand même, vous avez vraiment réponse à tout. Oh, mais c'est normal, je suis une mademoiselle, je sais tout, ne faites pas. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Hein. Ah, mais je sais bien. Je vous taquine, moi aussi. Hein. Ah, c'est mon tour. Ah ben voyons, vous avez un sens de l'adaptation qui n'est pas piqué des verres non plus. Bon, allez, voilà Séléné, j'espère que cette réponse vous aura satisfaite. Elle est quand même relativement complète. Alors, intervenante suivante, Anne C., qui nous dit ceci. Première question. Donc, de tout cœur, je vous remercie pour toutes les informations que vous nous transmettez. J'espère que la situation chaotique que l'humanité est en train de vivre prendra rapidement fin et que nous pourrons bientôt avoir une communication plus directe avec l'Edwige. Eh ben, vous n'êtes pas toute seule.
Une question. Que pouvez-vous dire des Georgia Whitestones, de la signification symbolique de sa géométrie, des textes et des objectifs montrés et cachés et de l'identité de ceux qui l'ont fait ériger? C'est pas les... Oui, c'est la Georgia Watson, ce qui est dit être le Stonehenge américain. Oui, voilà, c'est ce que je cherchais, le Stonehenge américain. Alors, c'est quoi ça? Eh ben, c'est très simplement l'objectif de l'ennemi annoncé clairement. C'est sur un de ces murs qui est gravé l'objectif de ramener l'effectif de l'humanité à 500 millions de personnes et en éliminant les autres. Hein, c'est charmant. Hein. Non, l'ennemi a toujours été, je dirais, très va de la gueule. Il cache ce qu'il sait devoir cacher, mais il aime bien, il est très matu vu aussi, donc finalement il dévoile ces choses comme ça, tac. C'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens ont déterminé ces pierres levées là artificiellement évidemment, hein, ça n'a rien à voir avec d'une Stonehenge ou alors quelque chose de destiné à capter l'énergie tellurique. Ça paraît comme ça un peu grandiloquent, mais c'est simplement l'intention de l'ennemi, ce qui lui paraît tout à fait normal. Les gens ont quand même bien interprété ça, hein, ils savent que ça vient de lui. De toute façon, c'est une entreprise hein, qui a reçu une commande de la part d'un anonyme. Bon, il a laissé un nom bidon, mais c'est l'ennemi. Bon, qui exactement, ça n'a aucune importance. De toute façon, un mandaté, quelqu'un a été mandaté par quelqu'un qui lui est supérieur pour passer cette commande et puis bon bah il l'a fait et puis voilà. L'entreprise qui a reçu la commande a pas posé de questions, on a pris l'argent et puis ouais, elle a monté le truc. C'est étonnant quand même parce que tous les murs du monde sont tagués. Et ça, c'est purement ennemi, donc on en a vraiment le plus profond respect, donc on ne tague pas. C'est incroyable hein, quand même, cet attachement viscéral des gens à l'ennemi. C'est vraiment, je trouve ça écœurant personnellement. Enfin bon. Alors bon, signification symbolique, sa géométrie, ben non, hein, il y en a, je crois qu'il y en a 5 simplement. Non, il n'y a rien d'autre à y voir que l'annonce des intentions de l'ennemi, qui de toute façon ne sera pas en position de pouvoir les assumer. Donc voilà, ça restera lettre morte de toute manière. Et puis voilà, l'identité, on ne sait pas hein, finalement, enfin ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un sous-fifre quelconque qui a été payé pour passer la commande auprès de la société qui a gravé les pierres pour les installer, c'est tout. Il n'y a rien de plus à en dire, rien de bien mystérieux. L'ennemi se dévoile et dévoile ses intentions à la face du monde, un peu quelque part comme le jeu de cartes, le jeu Illuminati. Bon bah voilà, ça annonce ses intentions et puis ça montre à quel point il est tout puissant et il peut décider de tout. Sauf que là ça marche plus, manque de chance pour lui. Mais bon, c'est tout. Il y a rien de plus à en dire, hein. C'est pas très intéressant finalement. Il n'est pas plus mystérieux que ça, en définitive. Oui, j'ai toujours trouvé ce monument extrêmement arrogant, mais bon, sans plus. Hein. Il y a des arguments qui ne sont pas forcément mauvais. Mais bon, sachant d'où ça vient, forcément, ça peut pas être terrible. Ah oui, ça, l'arrogance, c'est leur deuxième qualificatif. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Le contraire est quasiment impossible. Bon, ben voilà, il n'y a pas tellement plus à en dire apparemment. Désolé, Anne. Non, mais là, vraiment, il y a vraiment rien de plus à en dire. C'est vraiment ça. C'est plus du ressort de la pub, quelque part, une pub en 3D qu'autre chose. Hein. Non, franchement, ça vaut à peine ça vaut à peine le temps de s'y intéresser. Franchement. Bon, bah, s'il n'y a rien de plus à en dire, on en restera là, tout simplement. Alors, deuxième question de Anne C. Les lobbies pharmaceutiques étant très puissants, ils créent un narratif sanitaire en leur faveur, et il est difficile de savoir ce qui est honnête dans la science et ce qui est corrompu. Que pensez-vous des virus ?
Sont-ils les ennemis du corps humain ou participent-ils à son fonctionnement naturel ? Qu'en est-il du principe vaccinal ? Il semblerait que les écouvillons des tests PCR et les vaccins Covid-19 contiennent des éléments électroniques nanométriques. Qu'en est-il ? Quelle est leur fonction et l'objectif de ceux qui veulent les inoculer aux humains ? Ça en fait des questions pour une question. Alors, un peu rapidement, parce qu'on a peut-être déjà évoqué la question à l'occasion. Oui, effectivement, je me suis beaucoup exprimé sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Donc, oui, leur discours. De toute façon, ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas, en termes pharmacologiques, il n'y a pas grand-chose à en retirer de bon dans la mesure où leur vocation est faire de l'argent. Le reste, ils n'en ont absolument rien à faire. Alors évidemment, dire ça comme ça, c'est pas vendeur, donc on le présente autrement. Donc ils ont des conseillers en communication qui présentent ça de manière charmante, ravissante. Mais bon, sans plus. Après, le discours officiel des États qui sont aux ordres des lobbies, évidemment. Bon, enfin, ça donne le monde qu'on connaît. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Sinon, les virus, les ennemis du corps humain, oui, quand même un peu. Mais ils n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir s'exprimer facilement. On sait comment fonctionne un virus. Il pénètre le corps, il se rapproche d'une cellule, il injecte son propre ARN qui va conduire la cellule à exécuter l'ordre qui se trouve dans l'ARN, l'acide ribonucléique. ARN dit messager, parce que justement il se transmet de manière à pouvoir faire exécuter l'ordre qu'il contient, et la cellule produit d'autres virus qui vont eux-mêmes faire pareil que le reste des cellules du corps. Donc c'est le principe de la contamination. Ça c'est la manière dont un virus fonctionne. Alors, comme d'habitude, ça correspond à une vision extrêmement étroite de la science. La science sait comment les choses se passent dans un certain cas de figure, et conformément à un modèle préétabli où on disait que c'était vrai comme ça, et puis c'est tout. C'est un peu léger, c'est très étroit comme perception. C'est effectivement comme ça que ça se produit de manière factuelle, mais il y a un ensemble gigantesque de paramètres qui font que ça puisse être possible. D'ailleurs, les virus ne sont pas considérés comme étant comme faisant partie du vivant, curieusement, parce qu'ils n'ont pas de fonction propre à celles qui sont celles des bactéries, par exemple, à consommer là aussi des ressources et tout ça. Mais le virus a pourtant un système complexe parce qu'il est doté d'une conscience propre, relativement évoluée à sa mesure, mais à son niveau, le virus est très conscient de ce qu'il fait. Parce que évidemment, les gens ne savent pas, et la médecine encore moins. Donc, mais il y a un ensemble assez considérable de possibilités en rapport. C'est-à-dire que le virus, alors ça aussi c'est un scoop, le virus est capable d'être créé sur base de la pensée. À partir de la programmation, ou d'une émission radionique, ou d'un programme informatique. Alors là, ça n'a rien à voir avec le virus informatique, qui se transférerait éventuellement humain. Pas du tout. Mais un programme informatique peut pulser un rayonnement particulier qui, si le corps humain y est exposé, et si le corps humain qui y est exposé y est réceptif, peut créer de toutes pièces un virus, un assemblement d'informations sur base de microzyma, mis en évidence par le professeur Béchamp il y a longtemps maintenant. Et enfin bon, bref, je rentre pas trop dans les détails, sinon on va pas s'en sortir. Enfin, disons que les virus peuvent être créés de toutes pièces. Alors on dit que tous les virus de toutes les maladies se trouvent présents dans le corps et que c'est pas pourtant que la maladie se déclare. Ce qui est, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais il y a de l'idée. Effectivement. Et c'est un peu la raison pour laquelle les tests PCR, justement, pour détecter une maladie, sont complètement inefficaces. C'est la raison pour laquelle les États utilisent
ce test pour dépister le coronavirus, puisque 4 fois sur 5, on peut dépister n'importe quel virus si on en a envie, ce qui arrange quand même bien ceux qui manipulent la santé publique au niveau mondial. Raison pour laquelle aussi le créateur, enfin l'inventeur, l'innovateur qui a mis en évidence le test PCR, qui disait lui-même d'ailleurs que pour détecter une maladie ou la présence d'un virus, c'était absolument inutile, et curieusement mort juste avant le début de l'épidémie de coronavirus, soi-disant, et pour le dépistage desquels les autorités ont décidé d'utiliser ce test. Mystérieusement mort, bien entendu, tout le monde aura compris. Donc, bon, voilà, le virus n'est pas utile à la santé en tant que tel, parce qu'il est quand même, il est contaminateur. Maintenant, ça entre dans un processus, disons, de propre à la vie, d'échange et d'affaiblissement, de rétablissement. Il y a un phénomène de conscience quand même extrêmement complexe derrière ça. Là, il faudrait reparler. On l'a déjà fait dans une vidéo antérieurement, c'était pas la dernière ou l'avant-dernière, de ce à quoi correspond la maladie. À vérifier. Au besoin, on peut réécouter cette vidéo podcast pour avoir les détails. Je vais pas me réétendre dessus une fois encore. Mais le virus intervient en tant qu'agent permettant justement cette maladie correspondant à une phase de correction. Ce n'est que un agent intervenant dans un processus beaucoup plus vaste. Alors, potentiellement, il y a des virus mortels, évidemment, ce qui ne devrait normalement pas être censé exister, en tout cas en termes de danger mortel. Là, se référer encore une fois à la vidéo dont je parlais, mais c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne représente pas un danger en soi. C'est un maillon d'une très vaste chaîne d'un ensemble d'événements au cours desquels la santé du corps peut être mise à défaut dans un processus qui est encore plus vaste. Enfin bref, voilà. En lui-même, le virus, si dangereux potentiellement peut-il être, n'est pas en soi quelque chose de dangereux. Je dirais que les pensées entretenues par l'être humain qui permettent une mise en évidence de certaines réalités rejetées ou refusées ou mal interprétées dans un refus de corriger certains éléments, eh bien, peut entrer en interaction avec des processus plus vastes pour permettre une correction de force, si je puis dire, de manière à permettre au corps humain de perdurer. C'est très complexe encore une fois. Disons que c'était quand même un maillon d'une chaîne extrêmement vaste. Alors il peut être nocif, mais il peut se révéler être aussi sa nocivité peut être mise à contribution dans le cadre d'un processus, encore une fois, de correction, exactement comme le corps produit en dose infime des poisons extrêmement violents pour agir d'une certaine manière et enclencher des processus métaboliques précis. Voilà. Alors, ennemi du corps humain, donc oui et non, à ce titre-là. Alors le principe vaccinal, ça aussi on en a déjà parlé, le principe vaccinal ça fonctionne pour la vaccine, mais c'est à peu près tout. Non, on vous sortira des chiffres, on vous sortira des théories, on vous sortira des conclusions, des études, on vous sortira tout ce qu'on voudra, mais il faut reprendre la base de la vie, la base des règles de la vie, de la nature. Un être humain naissant dans un monde, dans un milieu particulier, et adapté à la vie dans ce monde. C'est pas comme quelqu'un qui débarque d'un monde qui n'a rien à voir sur un autre, où il est parfaitement inadapté à la vie qui s'y déroule. Non, je dirais que le principe vaccinal est un subterfuge. Même si la vaccination fonctionnait vraiment, ce qui n'est pas le cas, ce ne serait qu'un subterfuge pour obliger le corps à se dispenser d'un certain nombre d'expériences.
La nature, on dit, elle est violente parce que si on n'est pas adapté à cette nature, eh bien, on meurt. Alors, il faut éviter de mourir quand même, donc on va... C'est vrai, oui et non, oui et non. En fait, c'est vrai, mais il faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que la priorité absolue était réservée aux conditions d'évolution de l'âme. Si une âme est trop mal adaptée pour arriver à évoluer dans le monde, eh bien, elle doit partir de ce monde, se faire enseigner ailleurs des bases fondamentales qu'elle n'aura pas acquises et revenir ensuite de manière à les appliquer. C'est comme une grande école. Alors du coup, les examens ou l'enseignement c'est trop dur, eh bien alors on fait l'école buissonnière et puis on va se gambader plutôt qu'aller apprendre. Ben c'est quelque part c'est ça, c'est se dispenser de ce que la nature a à vous apprendre est une forme d'école buissonnière. Donc finalement vous deviendrez un cancre en termes de conditions de vie. Et eh bien ce ne sera pas profitable du tout pour vous. Alors que en étant correctement enseigné des règles qui président à la vie humaine sur un monde donné, vous permet d'apprendre ce que vous avez à apprendre, de faire face à ce à quoi vous devez vous adapter pour y évoluer de manière harmonieuse. Et si vous en êtes parfaitement incapable, eh bien, effectivement, vous n'avez rien à faire dans ce monde, vous le quittez, vous allez vous faire enseigner de ce qui vous manque de manière indispensable et vous revenez ensuite. Voilà. Il faut voir ça de manière beaucoup plus large, prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et l'ennemi a vraiment focalisé ses efforts au niveau de l'industrie pharmaceutique pour empêcher le corps humain de faire toutes les expériences requises par la nature pour se trouver autonome face aux conditions de la vie. Ce qui a été substitué par l'ennemi par des conditions de facilité extrême lui permettant d'avoir une emprise sur les gens auxquels on offrait cette facilité en contrepartie des efforts qu'ils n'auront pas à fournir. Alors, on dit quel rapport avec la vaccination? Eh ben, c'est un rapport absolument direct. Parce que la vaccination, au-delà de la nuisance clairement évidente, la nuisance que ça apporte à l'être humain auquel on l'inocule, eh bien, le principe vaccinal ou la médecine allopathique a pour objectif de bloquer le champ d'expérimentation de l'incarnation de l'âme, ni plus ni moins. Donc ça va quand même extrêmement loin. Alors voilà, en termes de fonction et d'objectifs, de cette volonté d'inoculation ou simplement de prescription médicamenteuse, eh bien on en est là. Et c'est quand même pas anodin. Eh ben, figurez-vous, je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Bon, allez, essayez encore de me mettre en boîte. Non, je vous assure. Hein, non, c'est un angle de vision, c'est pas la première fois, hein, un angle de vision tout à fait différent. Je n'avais jamais perçu ça comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Oh, ben alors vous me voyez absolument ravi d'avoir pu contribuer à vous faire adopter un angle de vision nouveau. Ah bah comme quoi, ça sert à quelque chose. Ah ben, j'espère que vous n'en doutiez pas. Hein. Allez, voilà pour les questions d'Anne C. J'espère que ces réponses vous auront satisfaites. Sinon, ben, comme d'habitude, hein, renvoyez-nous une demande d'approfondissement sur un aspect ou un autre de la question. Alors, on passe à la question de Anna, qui nous dit donc ceci. Bonjour, pouvez-vous me parler de Maria Orsic et de la Société du Vril? A-t-elle un lien avec vous? Ouah, alors ça c'est... que pouvez-vous en dire, Iliana? Vous êtes calée en histoire, il me semble? Calée en histoire? Non, pas vraiment. Non, franchement, pas vraiment. Oh, la Société du Vril. Bon, alors... Je vous dis ce que je sais. Hein. Ce sont des connaissances un peu de surface. J'ai vraiment pas approfondi la chose. C'est pas du tout mon domaine de compétence, mais il y a quand même deux choses distinctes. Alors Maria Orsic était appelée, si je me souviens bien, était appelée la médium du Troisième Reich. Donc elle est clairement orientée nazisme.
Et la société du Vril, eh bien, quelque part aussi. Alors évidemment, un lien avec nous, pas du tout, parce qu'on n'est pas trop nazis, normalement, si tout va bien. Et en fait, la société du Vril, c'est censé être une société fictive. Hein. Je crois que c'est issu d'un roman, je me souviens plus du nom de ce roman, écrit par Edward Bulwer Lytton, il me semble. Il me semble que ouais, ça doit être ça. La troisième race, non, oh, je sais plus. Faudra vérifier. Enfin, la société du Vril est censée est une comment dire une société secrète fictive issue de ce roman, de ce livre, et considérée officiellement comme telle. Pourtant, elle a une réelle existence, elle est parfaitement réelle. Il y a beaucoup d'ouvrages de fiction qui ont donné des éléments d'information soi-disant fictifs donc, et qui en fait correspondaient à une vraie réalité. Et là, en l'occurrence, cette société du Vril est en lien avec le soleil noir, le fameux soleil noir, ou nazi aussi, qui est lui-même en lien avec le mysticisme nazi. On a une représentation du soleil noir dans le fameux château de Wewelsburg en Allemagne, qui a été pris pour le siège de la SS à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, c'est vraiment c'est extrêmement trouble ce truc-là. Alors le Vril en tant que tel est censé être considéré comme une source de pouvoir, c'est pour ça que les nazis l'ont convoité. C'est censé être aussi en lien avec plus ou moins le Reiki, l'énergie Reiki. C'est cette énergie de vie à partir de laquelle on peut faire un peu ce qu'on veut, le bien comme le mal. Et mais en fait, le vril va quand même plus loin. Alors je connais pas l'étymologie du mot, du terme, vril, je sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle est en lien étroit avec le nom de l'antidieu masculin qui se nommait Vrilal. Ça, c'est quand même costaud et disons que ça va puiser son énergie et sa force dans les zones les plus obscures qu'il soit possible d'imaginer en ce monde et en tous les autres. Alors évidemment, non, c'est absolument pas en lien avec nous, ni de près ni de loin. Oh là là. Maintenant, que dire de Maria Orsic? Bon, c'est une médium, hein, elle canalisait des forces extrêmement obscures, elle était très puissante. Elle était réputée avoir une chevelure extraordinairement longue, et en fait, cette chevelure était une protection contre la puissance psychique des forces subtiles qu'elle canalisait, avec lesquelles elle était en relation. Le cheveu est réputé être source de pouvoir, hein, comme dans l'histoire de Samson et Dalila par exemple, mais comme elle protégeait les samouraïs japonais des coups de katana portés en traître derrière eux, parce qu'avec un coup de katana bien aiguisé, on peut couper un être humain en deux, longitudinalement, du haut en bas. La seule chose qui puisse arrêter ça de manière naturelle, c'est la chevelure tressée d'une certaine manière. Donc le chu a quand même un attribut physique et des attributs symboliques très particuliers, et elle se servait de cette chevelure comme d'un bouclier. C'est assez étonnant d'ailleurs. Disons que c'est très empreint fluidiquement d'un peu ce qu'on veut y mettre. Donc voilà. Mais bon, c'est quelque chose de... Ça part un peu dans tous les sens, hein. Que ce soit le roman d'un côté, la société du vril effective d'un autre, qui a pour objectif la recherche du pouvoir en rapport avec ce vril en question. Tout ça en lien également avec la société de Thulé, qui est extrêmement peu claire aussi, ou alors Elena Petrovna Blavatsky, hein, la fondatrice des théosophes, du mouvement théosophe, alors qu'elle était une sataniste chevronnée, ce que relativement peu de gens savent.
Enfin oui, ça va tremper dans toutes les immondices de la fin d'âge de fer. Donc franchement, un bon conseil, tenez-vous-en éloignez. Il y a rien à récupérer de tout ça. Entrez plus dans les détails, ce serait vraiment pas grandement l'utilité. D'autant plus que c'est très étendu dans des directions très divergentes. Finalement, on peut aller très loin, hein, que ce soit dans la fable ou dans la réalité ou dans le nazisme ou dans la récupération de certaines manipulations plus ou moins psychomagiques, etc. Ça part un peu dans tous les sens, cette histoire-là. Donc bon, je pense pas que de manière cognitive, ça peut représenter un bagage intéressant en termes culturels, mais franchement, il y a d'autres choses auxquelles s'intéresser aujourd'hui. Hein, donc voilà, c'est ce que moi j'en sais. Quand on lit avec nous, forcément, 100% non, évidemment, ni de près ni de loin. Bon, ok avec ça, d'accord. Voilà pour la question d'Anna. Alors, on passe sans transition à l'intervenante suivante et dernière, Marjolaine, en fait, qui a envoyé 2 formulaires, dont j'ai rassemblé en un seul groupe de questions, parce que finalement ça se recoupe, et il y a des réponses qui ont déjà été données dans les vidéos podcasts antérieures. Et voilà, qui vous pose donc cette question. Comment se passe la mort pour un humain ? Alors oui, effectivement. Donc là oui, c'est vrai qu'on a déjà répondu à ça. Hein. Eh bien justement, je compte sur votre mémoire infaillible pour nous trouver le numéro de la vidéo podcast qui le traite assez en profondeur quand même. Hein. Vous vous en souvenez ? Alors oui, c'était relativement récente. C'était la numéro 22. La numéro 22, ouais. Où c'est le... Ah, je me souviens plus de l'intitulé, mais enfin c'est dans la 22. Qu'il faudra réécouter pour avoir l'explication précise. Ah, quelle mémoire. Vous avez une mémoire intégrale, Liliana. C'est formidable, ça. Ça doit être bien pratique, quand même. Je sais pas exactement ce qu'on appelle une mémoire intégrale, mais c'est vrai que, a priori, je n'oublie rien. Pas grand-chose. Voilà. Donc, Marjolaine, qui posait cette question, je vous invite à vous reporter à l'écoute de la vidéo podcast numéro 22. Et eh bien, en espérant que ne pas vous disconvenir, hein, parce que c'est vrai qu'on essaye de ne pas répondre aux mêmes questions, évidemment, dans des vidéos différentes. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de sujets traités, donc là, vous trouverez réponse à votre question dans la 22. Oui, alors il me semble même, je peux pas complètement le garantir, mais je suis presque certaine que c'est la 3e question posée de la 22. Au cas où, pour aller plus vite. Ah bah dites donc, vous connaissez l'heure et la minute exacte aussi, où ça a été enregistré ? Non, quand même pas. Hein. Oh, vous vous moquez de moi encore. Ah bon, on sait jamais, hein, une telle précision. Enfin voilà, Marjolaine, vidéo podcast numéro 22, peut-être 3e question. Voilà, donc une autre question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'une Dwiche meurt ? Alors, une autre question envoyée par un autre formulaire, donc de la part de la même personne, Marjolaine toujours, qui demande donc une Dwiche décide-t-elle de sa destination suivante si elle meurt ou à sa transition ? En fait, que se passe-t-il ? Donc ça, on peut l'associer à la question précédente. On peut en faire qu'une, hein, puisque la réponse est claire. Bon, ben, la réponse claire, non, la réponse claire, elle n'est pas si claire que ça. Hein. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'en sais rien. Ben, on n'a jamais essayé, en fait. Pardon, on n'a jamais été confronté à cette expérience-là. Bon, c'est vrai qu'il y en a il y a une centaine d'entre nous qui ont disparu à un moment donné, mais ne sont pas mortes en tant que telles, et puis on était, bon, potentiellement, on peut mourir sur les plans subtils, mais ça nous est pas possible. Mourir en tant que tel, tout dépend de ce qu'on entend par mourir aussi. Hein. La mort, c'est la mort du corps physique, généralement, hein, quand on parle de mort. Bon, étant transposé pour les tiges qui ne sont pas matricielles, qui n'ont pas un corps physique. Là, en l'occurrence, si elles naissent comme tout le monde, elles peuvent mourir comme tout le monde, elles le feront un jour de toute manière.
Bon là, la tige quitte son enveloppe physique et puis rejoint la place qu'elle avait avant, tout simplement. Maintenant, nous-mêmes transposés, donc c'est encore physique, mais simplement là présente physiquement. Je n'en sais rien du tout. Je dis, le cas s'est jamais présenté. Ça m'étonnerait qu'il se présente un jour, mais mourir, non, non, pas. En tout cas, certainement pas comme un être humain. Si on devait être atteinte de manière grave, à ce moment-là, on repasse automatiquement sur le plan qui est le nôtre, notre plan d'élection. On se recharge, on se régénère, on régénère les parties lésées et on revient comme aussi fraîche que la rose, quoi. Donc non, en fait, je vais dire pour faire simple, je vais dire non, une fiche ne peut pas mourir. C'est fortement improbable. Alors, décide-t-elle de sa destination suivante si elle meurt? À supposer même qu'on puisse mourir, non. Une fiche se trouve là où elle se trouve parce qu'elle est affectée à ce poste par une décision supérieure à sa propre autorité et elle y est et puis voilà. Donc oui, on peut pas concevoir ça, de la même manière qu'un être humain peut le concevoir quant à son parcours spirituel d'incarnation en incarnation. Ça, ce n'est pas possible. Ça se passe absolument pas de la même manière. Là, on parle de sa transition. Non, il y a pas de transition. Je vous dis ici, une tige qui est incarnée, qui dispose d'un corps humain. Si ce corps meurt, eh bien, elle reprend sa position sur les plans subtils et puis elle est affectée ailleurs ou elle revient autrement. Voilà, ça va pas plus loin. Là aussi, on est inscrite dans un cadre d'évolution qui ne nous projette pas dans une autre condition que celle qui est la nôtre. Nous évoluons nous-mêmes au sein de notre propre condition, en marge du parcours évolutif de l'âme, comme je le disais dans la vidéo podcast précédente en réponse à la question d'Johan. C'est quelque chose qui est absolument propre au règne de la nature. Nous n'appartenons pas au règne de la nature. Nous sommes des agents extérieurs à ça. Nous sommes de purs aspects de l'absolu qui n'ont pas eu besoin de transiter par ce parcours-là. Nous sommes simplement des aspects de ce qui est acquis de l'absolu sous la forme d'une vie. Ça aurait pu être autre chose, mais là c'est ça, et puis voilà, et on ne sort pas de ça. On évolue nous-mêmes au sein de notre propre condition. Et une mort potentielle d'un corps qu'on occuperait en incarnation n'y change rien. Et quant à mourir sous la forme potentiellement de ce que nous sommes par rapport à notre propre nature, notre nature subtile, que nous soyons sur les plans plus subtils ou que nous soyons présentes sur le plan physique, est quelque chose qui me semble difficilement possible. Donc une disparition comme ça, pouf, et admettons, même si l'une d'entre nous, c'est déjà produit mais dans des circonstances complètement différentes, si l'une d'entre nous devait disparaître, soit par le fait de mourir potentiellement, si tant est que ce soit possible, ou cette disparition, eh bien c'est signalé immédiatement, et celui qui nous a créé, eh bien, nous recrée à l'identique, à l'instant précédent cette disparition. Donc on ne voit rien, à la limite. Vous voyez, la situation reste équivalente. On revient, pouf, comme ça, et puis c'est tout. Donc non, on peut pas. Le contexte est complètement différent de celui de l'être humain. Il n'y a absolument aucun équivalent. On est là et on assume le rôle qu'on doit assumer. Parce qu'on est affecté à cette position, on le fait avec amour, force et enthousiasme. Quand c'est fini, on va ailleurs et on fait autre chose, ou alors on reste et on recommence, enfin bon, peu importe. Et qu'on soit ici ou ailleurs, c'est pareil. On est dans la joie du service de la mission qu'on nous confie et nous accomplissons comme ça, avec joie et enthousiasme. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas
Il n'y a pas de mort, de disparition, d'évolution vers autre chose. Non, non. On est là, c'est tout. On y est, on y reste. Si je puis dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Ilialana, pour ces excellentes réponses qui font avancer le schmilblick quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on nous a déjà fait la remarque que vos réponses n'étaient pas du tout conventionnelles. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut trouver à droite et à gauche ailleurs. Alors ça, c'est directement dépendant des croyances des uns et des autres, ou de ce que l'ennemi a choisi de distiller sur ces médias alternatifs pour imprégner l'esprit des gens de contre-vérité. Forcément, ou alors les gens cherchent par eux-mêmes et puis ils pensent que comme ci, comme ça, il y a moyen de trouver des solutions. C'est bien d'être dans cette dynamique de recherche. Bon, maintenant, nous, si on a une vérité, si on a un fait, un événement, quelque chose, une évidence face à nous et qu'on nous interroge sur cette évidence, si on peut répondre, si on est autorisé à répondre, eh bien on répond. Maintenant, si on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ignore encore, parce qu'on les a découvertes entre-temps, donc forcément, on aurait eu ces expériences de vidéo-podcast il y a, admettons, 5 ans, je vous garantis que les réponses n'auraient pas été les mêmes. Certainement que dans 10 ans, si on les continue encore, ça va, pourquoi pas, on en fait d'autres, ce sera encore différent. Pour l'instant, c'est la réalité présente, actuelle, par rapport à l'état de nos connaissances actuelles, ce avec quoi on fait, et avec succès en plus. Donc voilà. Après, comme d'habitude, les gens font ce qu'ils veulent. On n'impose rien. On pose une question, on répond. Maintenant, de la réponse, chacun fait ce qui lui semble juste de faire. Voilà, sans plus. Et c'est absolument très bien comme ça. Voilà, Ilialana, je vous remercie. On est arrivé au terme de cette 31e entrevue, en espérant qu'elle ait plu à ceux qui nous écoutent. Le cas échéant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager éventuellement afin que d'autres puissent en profiter. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prakanda-Selamuka ou à Ilialana personnellement, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionudvish afin de nous les transmettre et qu'elle puisse y répondre avec son enthousiasme habituel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part, ils sont modérés mais ouverts, donc voilà, ça nous fera toujours plaisir d'avoir un petit mot de votre part. Voilà, Ilialana, je vous souhaite un bon week-end, je souhaite un bon week-end à tous ceux qui nous écoutent. Merci, un bon week-end à vous aussi, portez-vous bien, que tout le monde se porte le mieux possible. Et bien voilà, tout pareil de ma part. Je donne rendez-vous à nos habitués, et puis aux autres aussi, pourquoi pas, à lundi pour la 32e entrevue. Merci à tous ceux qui nous envoient des questions afin de nous permettre de rendre cet échange le plus vivant possible. Portez-vous bien, que le meilleur vous soit réservé, et à la semaine prochaine, à tout bientôt. Allez, au revoir. Au revoir à tous et à bientôt.